Bonjour, âme rêveuse. Installe-toi confortablement. Respire lentement et imagine. Imagine que tu ouvres les yeux. Il n'y a pas de notification, pas de smartphone, pas de encore 5 minutes. À la place, il y a un sifflement étrange dans l'air, un grésillement constant. Et sur la table, une lourde boîte en bois commence à parler toute seule. Dehors, la rue brille comme en plein jour. C'est la nouvelle lumière électrique, un peu magique, un peu bruyante. Et le monde entier semble apprendre à courir plus vite que son propre cœur. Aujourd'hui, je vais t'emmener à l'intérieur de ces années folles, les années 1920, comme si tu étais là, écoutant la toute première radio du quartier, admirant des vitrines remplies d'objets impossibles comme une machine qui lave le linge toute seule, sentant l'odeur d'essence de la voiture la plus courante de la planète et percevant le détail le plus étrange. La décennie semblait être une fête sans fin, jusqu'au moment où tout s'éteint d'un coup. Alors, fais ce qui suit. Si tu aimes ce genre d'histoire pour s'endormir, mais avec ce zeste de curiosité réelle qui captive du début à la fin, abonne-toi maintenant, très doucement, car ici, il y a une vidéo comme celle-ci chaque semaine. Et laisse déjà un j'aime, car c'est le signal pour YouTube que tu veux plus de voyages dans le temps comme celui-ci. L'année 1920 marque le début de la décennie avec des sentiments contradictoires. La Première Guerre mondiale s'est terminée il y a peu de temps. Elle a laissé des cicatrices dans les familles, mais aussi un soulagement immense d'appartenir au passé. Joao a 15 ans et observe sa ville avec des yeux curieux. Il voit des vétérans avec des médailles sur la poitrine marcher dans le quartier. Il entend les cloches qui ont annoncé la fin de la guerre et voit les fêtes spontanées dans les rues. Sa mère a agité des drapeaux portugais et américains. Son père a serré dans ses bras des voisins italiens et juifs. Bien qu'ils sentent encore le poids des pertes, les gens désirent vivre intensément. Cette année-là, la prohibition entre en vigueur, transformant les coutumes. Les bars ferment, mais derrière des portes cachées, de nouveaux lieux surgissent. Joao passe devant des bâtiments apparemment vides et entend des rires étouffés. Il ne boit pas, mais perçoit que l'interdiction alimente une économie clandestine. La radio n'est encore l'objet que de quelques-uns et les nouvelles circulent par journal et de bouche à oreille. Joao, qui adore les histoires, s'assoit sur les bancs des places pour écouter les anciens raconter des récits sur le Portugal et les États du sud des États-Unis. La vie scolaire de Joao est également riche. Il lit les journaux en anglais, s'exerce à l'écriture et apprend l'histoire américaine. Un professeur parle des présidents et de la façon dont le pays grandit grâce à l'industrialisation. Le professeur mentionne également que les femmes se battent pour le droit de vote, une nouvelle qui génère des débats en classe. Joao observe les jeunes élèves avec un mélange d'admiration et de surprise. Il ne comprend pas totalement la signification, mais voit leur détermination. Cette même année, Sarah participe à des réunions féminines où elle discute de littérature et de politique. Elle lit des articles de journaux qui défendent le suffrage féminin. Elle raconte à Joao des réunions secrètes où les femmes planifient des marches et des pétitions. Joao reste souvent à la porte, attendant que Sarah sorte, écoutant les rires et les chuchotements venant de l'intérieur. Il perçoit que la lutte pour les droits est intense, mais aussi accompagnée de solidarité. Le quotidien du quartier se transforme lentement. Le marché où Joao travaille commence à vendre de nouveaux produits importés. Les gens goûtent au beurre de cacahuète et aux céréales du petit déjeuner. Des bananes arrivent aussi, des fruits tropicaux que la plupart n'ont jamais vus. Les voisins discutent sur la façon de manger la banane, en l'épluchant ou avec une fourchette et un couteau. Joao rit de ses doutes et se délecte de la saveur douce. Il perçoit que la mondialisation existe déjà de manière rudimentaire. Des produits voyagent par navire et arrivent aux tables des familles d'immigrants. L'année suivante, la radio commence à gagner de l'espace. En 1921, la station KDKA est encore une nouveauté, mais d'autres émetteurs surgissent. Joao et son père vont à une foire où un vendeur fait la démonstration d'un appareil récepteur. Il tourne un bouton et capte des sons lointains. Les gens autour s'émerveillent. Le père de Joao est sceptique, mais Joao insiste sur le fait que cette technologie sera fondamentale. En retournant à la maison, il commence à économiser de l'argent pour acheter des pièces et monter une radio artisanale. Il passe des heures à enrouler des fils, souder des contacts et ajuster des antennes improvisées sur le toit. Quand il réussit finalement à capter une transmission, Joao est en extase. C'est une musique d'orchestre, lointaine et pleine de grésillements, mais pour lui, cela sonne comme un miracle. Il court appeler sa mère et sa sœur. Il reste autour de l'appareil avec des yeux écarquillés. Cette première expérience fait que beaucoup de voisins viennent visiter la radio de Joao. Il se transforme en ingénieur du quartier, aidant les autres à monter des appareils. Il découvre qu'il existe des revues enseignant comment construire des récepteurs et passe à les lire avidement. L'intérêt pour l'électronique grandit.
Joao rêve de travailler dans une usine de radio. Pendant ce temps, Sarah commence à travailler comme assistante dans une bibliothèque. Là, elle a accès à des livres d'auteurs contemporains et classiques. Elle organise des groupes de lecture et des débats sur des thèmes d'égalité de genre et d'éducation. Sarah et d'autres jeunes créent un petit journal communautaire où elles écrivent des chroniques et des poésies. Certaines des chroniques racontent les changements dans la mode, comme la popularisation des jupes plus courtes et des coupes de cheveux bob. D'autres parlent des difficultés des immigrants à s'adapter à la vie urbaine. Dans le quartier, l'arrivée de l'électricité dans certains bâtiments provoque admiration et envie. Des maisons qui utilisaient avant des lampes à huile ont maintenant des ampoules incandescentes qui s'allument par la simple pression d'un interrupteur. Joao visite l'appartement d'un ami qui a installé l'énergie électrique. Il est impressionné par la lumière claire et continue. L'ami fait aussi la démonstration d'un grille-pain électrique. Il place des tranches de pain, abaisse un levier et en peu de temps, l'odeur de pain grillé se répand dans la pièce. Joao pense à la façon dont la technologie peut simplifier des tâches simples et rendre la vie plus agréable. Le week-end, la famille de Joao profite des espaces verts de la ville. Ils voyagent jusqu'à Central Park et font des pique-niques. Joao apporte un livre, Sarah apporte un cahier de notes et la sœur de Joao, Anna, apporte des poupées. Parfois, des musiciens se produisent dans le parc jouant des musiques populaires et classiques. Les gens dansent au son du jazz et de chansons irlandaises. L'atmosphère est à la communion. Joao sent que, malgré les différences culturelles, tous partagent la même joie de vivre. En 1922, la ville semble soudainement accélérer. De plus en plus d'automobiles occupent les rues pavées et le son grave des klaxons devient une nouvelle note dans la symphonie urbaine. Le monde apprend à aller vite. Mais vous, ce soir, vous avez le droit de ralentir. Le père de Joao commence à travailler dans un garage, un atelier spécialisé dans ces nouvelles machines fascinantes. Il passe ses journées à réparer des moteurs lourds et à changer des pneus cerclés de caoutchouc dur. Le soir, il raconte à son fils les différences entre les modèles, expliquant que certaines voitures ont désormais 3 vitesses et des moteurs beaucoup plus silencieux. Joao, fasciné par cette modernité de métal, accompagne parfois son père pour observer. Il apprend à changer l'huile sombre et épaisse, à ajuster les carburateurs. L'odeur de la graisse mécanique et de l'essence devient familière. C'est le parfum d'une époque en mouvement. Sentez ce contraste. Dehors, dans ce passé lointain, les moteurs tournent et s'agitent. Mais ici, dans votre chambre, tout est parfaitement immobile. Aucun moteur à faire tourner. Aucun trajet à accomplir. Votre seul voyage ce soir est celui qui mène au sommeil. Cette même année, Joao obtient un emploi temporaire dans une usine de vêtements. C'est un monde différent du garage de son père. L'usine embauche principalement des immigrants et de jeunes femmes pour coudre les robes légères qui seront vendues dans les grands magasins scintillants du centre-ville. Il observe la ligne de production. Des dizaines de machines à coudre sont alignées avec une précision mathématique. Chaque couturière réalise une étape spécifique, encore et encore. Le gérant arpente les allées, parlant d'efficacité et de productivité. Joao se souvient des articles qu'il a lus sur la ligne de montage d'Henry Ford. Ici, l'idée est la même, diviser les tâches pour aller toujours plus vite. Mais en regardant de plus près, Joao remarque la fatigue. Les couturières travaillent à un rythme intense. Leurs épaules sont voûtées, leurs dos sont douloureux à force d'être penchés sur le tissu, et leurs yeux piquent sous la lumière électrique crue. Il réfléchit au prix humain de cette grande modernisation. Laissez la fatigue de ces travailleuses du passé s'évaporer. Sentez comme votre propre dos est soutenu par votre matelas. Vous n'avez pas à vous pencher. Vos yeux n'ont pas à se concentrer sur une aiguille. Vous pouvez simplement relâcher vos épaules. Laissez-les fondre dans le tissu doux de vos draps. Le travail de la journée est terminé. De son côté, Sarah continue son engagement silencieux mais puissant. En 1922, les femmes célèbrent enfin la ratification du droit de vote. Mais Sarah perçoit vite que la loi ne suffit pas. Beaucoup de femmes, issues de l'immigration, n'ont pas accès à l'éducation ou sont découragées de voter par leur mari. Alors, Sarah organise des réunions douces dans des salons aux rideaux tirés. Elle explique avec patience comment s'inscrire sur les listes, comment comprendre les bulletins. Elle milite aussi pour améliorer les conditions des institutrices, souvent mal payées. Les échos de ces conversations résonnent le soir dans la maison de Joao. Il écoute, le regarde dans le vide et apprend ce qu'est la justice sociale. Pendant que les adultes débattent de l'avenir du monde, dans les rues du quartier, l'enfance trouve aussi de nouvelles couleurs. Les vendeurs ambulants commencent à proposer des jouets inédits, des petites voitures en fer blanc brillant, des poupées de porcelaine dont les yeux se ferment tout seuls lorsqu'on les allonge, exactement comme vos propres yeux vont bientôt le faire. Joao
avec ses premières économies de l'usine, s'achète un jeu de patience, un grand puzzle de 500 pièces représentant un majestueux navire transatlantique. Imaginez Joao assis à la table en bois de la cuisine, sous la lumière chaude d'une lampe. Le monde extérieur est bruyant, l'histoire est en marche, mais lui est concentrée sur une seule petite pièce de carton. Il cherche la nuance exacte de bleu pour l'océan. Il emboîte 2 pièces avec un petit clic satisfaisant. Le temps ralentit. Tout devient simple. L'année 1923 apporte une nouvelle forme de magie dans le quartier de Joao. Au coin de la Grande Avenue, un nouveau bâtiment a ouvert ses portes, le cinéma. Ce n'est pas le cinéma bruyant et explosif que nous connaissons aujourd'hui. C'est un grand palais de briques, au tapis rouge épais qui étouffe le bruit des pas. Le samedi soir, Joao, sa sœur Anna et Sarah s'y rendent, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils entrent dans la salle plongés dans une obscurité réconfortante. L'air sent bon le maïs grillé et le velours ancien. Soudain, un faisceau de lumière blanche traverse la poussière de la salle obscure pour frapper le grand écran de toile. Les images sont en noir et blanc et elles sont muettes. Tout le drame, toute la comédie, s'exprime uniquement par les visages, les gestes exagérés et la musique d'un pianiste solitaire assis en bas de l'écran. Joao est fasciné par cette fenêtre ouverte sur d'autres mondes, sur des déserts lointains et des villes gigantesques, le tout sans qu'une seule parole ne soit prononcée. Le silence des acteurs est apaisant. L'esprit de Joao voyage, porté par la lumière vacillante. Sentez la douce obscurité de votre propre chambre. Comme dans ce cinéma des années 1920, la lumière s'est éteinte. Le film de votre journée est terminé. Il n'y a plus d'images à analyser, plus de dialogue à écouter. Juste le velours doux de la nuit qui vous enveloppe. Quelques mois plus tard, une autre révolution silencieuse s'installe, dans la pharmacie du coin de la rue. C'est une lourde boîte noire en bakélite brillante, fixée au mur. Le premier téléphone public du quartier. Aujourd'hui, nos téléphones sont de minces plaques de verre lumineuses qui ne nous quittent jamais. Ils vibrent constamment, exigeant notre attention immédiate. Mais en 1924, le téléphone est un objet lourd, solennel et rare. Pour l'utiliser, il faut tourner une petite manivelle, parler à une opératrice humaine et demander poliment qu'elle connecte les fils sur un grand standard lointain. Joao regarde les adultes s'approcher de l'appareil avec un mélange de respect et de méfiance. Entendre la voix d'un parent resté en Europe ou vivant dans une autre ville à travers ce câble de cuivre relève du miracle. La voix est grésillante, lointaine, déformée par l'électricité, mais elle est là. Cependant, quand la conversation se termine, le récepteur lourd est raccroché sur son crochet en métal avec un clac définitif. Et le silence revient. Le téléphone ne sonne presque jamais. La déconnexion est totale. C'est cette déconnexion absolue que vous pouvez ressentir maintenant. Votre téléphone est loin. Il est silencieux. Plus personne ne cherche à vous joindre ce soir. La ligne est coupée. Le monde extérieur a cessé de vous appeler. Vous êtes totalement libre, caché dans le sanctuaire de votre lit. Malgré toute cette technologie naissante, la vie dans les années 1920 s'est encore s'arrêter. Surtout le dimanche. Le dimanche matin, la ville suspend sa course frénétique. Les usines sont fermées. Les quelques voitures restent garées. Le silence reprend ses droits sur les rues pavées. La mère de Joao se lève tôt. L'odeur riche et amère du café fraîchement moulu envahit le petit appartement. Elle fait chauffer du lait sur le poêle en fonte. Le père lit le journal dominical, dont les grandes pages de papier fin bruissent doucement à chaque fois qu'il les tourne. FFFRRTT. Joao et Anna dorment encore. Ils n'ont aucune obligation de se lever. La lumière du matin filtre doucement à travers les rideaux de dentelle, dessinant des motifs apaisants sur le plancher de bois. Le temps s'étire, paresseux et chaud. Laissez cette paresse du dimanche s'installer dans vos muscles. Imaginez cette sensation de pouvoir rester sous les couvertures, sachant qu'il n'y a rien à faire. Aucune urgence. Sentez la lourdeur agréable de vos jambes, la chaleur de votre propre corps sous le tissu. Laissez le bruissement imaginaire des pages du journal vous bercer. Laissez l'odeur du café appartenir au lendemain. Pour l'instant, seul le repos compte. Le temps s'est arrêté, tout comme lors de ce dimanche tranquille, il y a plus d'un siècle. Les années avancent doucement. Nous sommes maintenant dans la seconde moitié de la décennie. Une nuit, Joao est accoudé à la fenêtre de sa chambre. La ville dort, ou du moins, elle essaie. L'air est frais et pur. Soudain, une ombre immense passe lentement devant la lune. Ce n'est pas un avion bruyant. Les avions de l'époque sont petits, faits de bois et de toile, et font un vacarme assourdissant. Non, cette ombre est silencieuse, majestueuse, gigantesque. C'est un dirigeable, un zeppelin. Il flotte dans le ciel noir comme une baleine d'argent dans un océan d'encre.
Ces moteurs tournent si lentement qu'ils ne produisent qu'un bourdonnement grave, un ronronnement qui fait à peine vibrer l'air. Ces lumières de cabine brillent doucement, petites étoiles artificielles glissant sans effort au-dessus des toits endormis. Joao regarde ce géant désert disparaître lentement derrière les nuages, fasciné par cette lenteur majestueuse. Laissez votre esprit devenir comme ce grand navire d'argent. Imaginez que vous flottez, vous aussi. Votre corps a perdu tout son poids. Vous n'êtes plus attaché au sol, vous n'êtes plus retenu par la gravité. Vous glissez lentement, silencieusement, au-dessus du monde, au-dessus de vos pensées, porté par un vent tiède et bienveillant. Tout est calme, tout est infiniment lent. Il est temps de clore cette journée dans les années 1920. Le père de Joao s'assure que la lourde porte en bois de l'appartement est bien verrouillée. Le bruit du pêne en métal qui glisse dans la serrure est le signal définitif. Le monde extérieur restera dehors. La famille est en sécurité. Dans le salon, la nouvelle radio en bois verni vient d'être éteinte. À l'intérieur du boîtier, les lampes en verre, ces petits tubes électroniques qui captaient les voix du monde, sont encore chaudes. Elles émettent une toute petite lueur orangée qui palpite doucement dans la pénombre avant de s'éteindre complètement en refroidissant, avec un infime tic de verre qui se contracte. Joao se glisse sous ses couvertures épaisses. Sa mère passe dans le couloir. Elle attrape la petite chaînette de laiton de l'ampoule incandescente. Elle tire. Clic, la lumière claire et électrique disparaît. La nuit enveloppe la pièce d'un seul coup. Les bruits de la rue se sont tus. La grande fête des années folles, avec ses klaxons, ses usines et son jazz, semble maintenant très, très lointaine. Il ne reste plus que le rythme lent et régulier des respirations dans la maison endormie. Laissez Joao, Sarah et leur famille se reposer dans le confort de l'histoire. Leurs années folles sont terminées pour ce soir. Et tandis que leur monde s'endort dans le passé, revenez doucement à vous. Revenez à votre propre nuit. Pause de 4 secondes. Prenez conscience du silence absolu de votre chambre. Il n'y a pas de grésillement de radio. Pas de klaxon lointain. Pas de rouage qui tourne. Votre monde moderne s'est mis en pause, tout comme ce petit appartement des années 1920. Sentez la douceur de vos propres draps. Ils sont lisses, légers, parfaits. Votre matelas épouse la forme de votre dos, absorbant la moindre petite tension de vos muscles. Vous êtes totalement soutenu. Vous n'avez aucun effort à faire. Laissez vos pieds s'abandonner. Laissez cette onde de relaxation remonter le long de vos jambes. Vos genoux se détendent. Vos cuisses s'enfoncent dans la chaleur du lit. Votre ventre est souple. Il se soulève lentement à chaque inspiration. Bruit très léger d'inspiration. Et s'abaisse à chaque expiration. Bruit très léger d'expiration. Vos épaules fondent vers le matelas comme de la cire chaude. Vos bras sont lourds. Vos mains reposent, immobiles et paisibles. Votre nuque se relâche complètement. Votre tête est lourde, parfaitement calée au centre de votre oreiller. Les traits de votre visage s'adoucissent. Votre front est lisse. Vos paupières sont fermées, scellées par un rideau de velours sombre. La machine du temps s'est arrêtée. Il n'y a plus de passé à imaginer. Il n'y a pas de futur à anticiper. Il n'y a que cet instant précis. Le calme, la paix, la sécurité. Laissez-vous dériver sur ce fleuve tranquille. Lentement, doucement, vers le sommeil profond. Bonne nuit. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Bonjour, âme rêveuse. Installe-toi confortablement. Respire lentement et imagine. Imagine que tu ouvres les yeux. Il n'y a pas de notification. Pas de smartphone. Pas de encore 5 minutes. À la place, il y a un sifflement étrange dans l'air, un grésillement constant. Et sur la table, une lourde boîte en bois commence à parler toute seule. Dehors, la rue brille comme en plein jour. C'est la nouvelle lumière électrique, un peu magique, un peu bruyante. Et le monde entier semble apprendre à courir plus vite que son propre cœur. Aujourd'hui, je vais t'emmener à l'intérieur de ces années folles, les années 1920, comme si tu étais là, écoutant la toute première radio du quartier, admirant des vitrines remplies d'objets impossibles comme une machine qui lave le linge toute seule, sentant l'odeur d'essence de la voiture la plus courante de la planète et percevant le détail le plus étrange. La décennie semblait être une fête sans fin, jusqu'au moment où tout s'éteint d'un coup. Alors, fais ce qui suit. Si tu aimes ce genre d'histoire pour s'endormir, mais avec ce zeste de curiosité réelle qui captive du début à la fin, abonne-toi maintenant, très doucement, car ici, il y a une vidéo comme celle-ci chaque semaine. Et laisse déjà un j'aime, car c'est le signal pour YouTube que tu veux plus de voyages dans le temps comme celui-ci. L'année 1920 marque le début de la décennie avec des sentiments contradictoires. La Première Guerre mondiale s'est terminée il y a peu de temps.
Elle a laissé des cicatrices dans les familles, mais aussi un soulagement immense d'appartenir au passé. Joao a 15 ans et observe sa ville avec des yeux curieux. Il voit des vétérans avec des médailles sur la poitrine marcher dans le quartier. Il entend les cloches qui ont annoncé la fin de la guerre et voit les fêtes spontanées dans les rues. Sa mère a agité des drapeaux portugais et américains. Son père a serré dans ses bras des voisins italiens et juifs. Bien qu'ils sentent encore le poids des pertes, les gens désirent vivre intensément. Cette année-là, la prohibition entre en vigueur, transformant les coutumes. Les bars ferment, mais derrière des ports cachés, de nouveaux lieux surgissent. Joao passe devant des bâtiments apparemment vides et entend des rires étouffés. Il ne boit pas, mais perçoit que l'interdiction alimente une économie clandestine. La radio n'est encore l'objet que de quelques-uns et les nouvelles circulent par journal et de bouche à oreille. Joao, qui adore les histoires, s'assoit sur les bancs des places pour écouter les anciens raconter des récits sur le Portugal et les États du sud des États-Unis. La vie scolaire de Joao est également riche. Il lit les journaux en anglais, s'exerce à l'écriture et apprend l'histoire américaine. Un professeur parle des présidents et de la façon dont le pays grandit grâce à l'industrialisation. Le professeur mentionne également que les femmes se battent pour le droit de vote, une nouvelle qui génère des débats en classe. Joao observe les jeunes élèves avec un mélange d'admiration et de surprise. Il ne comprend pas totalement la signification, mais voit leur détermination. Cette même année, Sarah participe à des réunions féminines où elle discute de littérature et de politique. Elle lit des articles de journaux qui défendent le suffrage féminin. Elle raconte à Joao des réunions secrètes où les femmes planifient des marches et des pétitions. Joao reste souvent à la porte, attendant que Sarah sorte, écoutant les rires et les chuchotements venant de l'intérieur. Il perçoit que la lutte pour les droits est intense, mais aussi accompagnée de solidarité. Le quotidien du quartier se transforme lentement. Le marché où Joao travaille commence à vendre de nouveaux produits importés. Les gens goûtent au beurre de cacahuètes et aux céréales du petit déjeuner. Des bananes arrivent aussi, des fruits tropicaux que la plupart n'ont jamais vus. Les voisins discutent sur la façon de manger la banane, en l'épluchant ou avec une fourchette et un couteau. Joao rit de ses doutes et se délecte de la saveur douce. Il perçoit que la mondialisation existe déjà de manière rudimentaire. Des produits voyagent par navire et arrivent aux tables des familles d'immigrants. L'année suivante, la radio commence à gagner de l'espace. En 1921, la station KDKA est encore une nouveauté, mais d'autres émetteurs surgissent. Joao et son père vont à une foire où un vendeur fait la démonstration d'un appareil récepteur. Il tourne un bouton et capte des sons lointains. Les gens autour s'émerveillent. Le père de Joao est sceptique, mais Joao insiste sur le fait que cette technologie sera fondamentale. En retournant à la maison, il commence à économiser de l'argent pour acheter des pièces et monter une radio artisanale. Il passe des heures à enrouler des fils, souder des contacts et ajuster des antennes improvisées sur le toit. Quand il réussit finalement à capter une transmission, Joao est en extase. C'est une musique d'orchestre, lointaine et pleine de grésillements, mais pour lui, cela sonne comme un miracle. Il court appeler sa mère et sa sœur. Il reste autour de l'appareil avec des yeux écarquillés. Cette première expérience fait que beaucoup de voisins viennent visiter la radio de Joao. Il se transforme en ingénieur du quartier, aidant les autres à monter des appareils. Il découvre qu'il existe des revues enseignant comment construire des récepteurs et passe à les lire avidement. L'intérêt pour l'électronique grandit. Joao rêve de travailler dans une usine de radio. Pendant ce temps, Sarah commence à travailler comme assistante dans une bibliothèque. Là, elle a accès à des livres d'auteurs contemporains et classiques. Elle organise des groupes de lecture et des débats sur des thèmes d'égalité de genre et d'éducation. Sarah et d'autres jeunes créent un petit journal communautaire où elles écrivent des chroniques et des poésies. Certaines des chroniques racontent les changements dans la mode, comme la popularisation des jupes plus courtes et des coupes de cheveux bob. D'autres parlent des difficultés des immigrants à s'adapter à la vie urbaine. Dans le quartier, l'arrivée de l'électricité dans certains bâtiments provoque admiration et envie. Des maisons qui utilisaient avant des lampes à huile ont maintenant des ampoules incandescentes qui s'allument par la simple pression d'un interrupteur. Joao visite l'appartement d'un ami qui a installé l'énergie électrique. Il est impressionné par la lumière claire et continue. L'ami fait aussi la démonstration d'un grille-pain électrique. Il place des tranches de pain, abaisse un levier et en peu de temps, l'odeur de pain grillé se répand dans la pièce. Joao pense à la façon dont la technologie peut simplifier des tâches simples et rendre la vie plus agréable. Le week-end, la famille de Joao profite des espaces verts de la ville. Ils voyagent jusqu'à Central Park et font des pique-niques. Joao apporte un livre, Sarah apporte un cahier de notes et la sœur de Joao, Anna, apporte des poupées. Parfois, des musiciens se produisent dans le parc jouant des musiques populaires et classiques.
Les gens dansent au son du jazz et de chansons irlandaises. L'atmosphère est à la communion. Joao sent que, malgré les différences culturelles, tous partagent la même joie de vivre. En 1922, la ville semble soudainement accélérer. De plus en plus d'automobiles occupent les rues pavées et le son grave des klaxons devient une nouvelle note dans la symphonie urbaine. Le monde apprend à aller vite. Mais vous, ce soir, vous avez le droit de ralentir. Le père de Joao commence à travailler dans un garage, un atelier spécialisé dans ces nouvelles machines fascinantes. Il passe ses journées à réparer des moteurs lourds et à changer des pneus cerclés de caoutchouc dur. Le soir, il raconte à son fils les différences entre les modèles, expliquant que certaines voitures ont désormais 3 vitesses et des moteurs beaucoup plus silencieux. Joao, fasciné par cette modernité de métal, accompagne parfois son père pour observer. Il apprend à changer l'huile sombre et épaisse, à ajuster les carburateurs. L'odeur de la graisse mécanique et de l'essence devient familière. C'est le parfum d'une époque en mouvement. Sentez ce contraste. Dehors, dans ce passé lointain, les moteurs tournent et s'agitent. Mais ici, dans votre chambre, tout est parfaitement immobile. Aucun moteur à faire tourner. Aucun trajet à accomplir. Votre seul voyage ce soir est celui qui mène au sommeil. Cette même année, Joao obtient un emploi temporaire dans une usine de vêtements. C'est un monde différent du garage de son père. L'usine embauche principalement des immigrants et de jeunes femmes pour coudre les robes légères qui seront vendues dans les grands magasins scintillants du centre-ville. Il observe la ligne de production. Des dizaines de machines à coudre sont alignées avec une précision mathématique. Chaque couturière réalise une étape spécifique, encore et encore. Le gérant arpente les allées, parlant d'efficacité et de productivité. Joao se souvient des articles qu'il a lus sur la ligne de montage d'Henry Ford. Ici, l'idée est la même, diviser les tâches pour aller toujours plus vite. Mais en regardant de plus près, Joao remarque la fatigue. Les couturières travaillent à un rythme intense. Leurs épaules sont voûtées, leurs dos sont douloureux à force d'être penchés sur le tissu, et leurs yeux piquent sous la lumière électrique crue. Il réfléchit au prix humain de cette grande modernisation. Laissez la fatigue de ces travailleuses du passé s'évaporer. Sentez comme votre propre dos est soutenu par votre matelas. Vous n'avez pas à vous pencher. Vos yeux n'ont pas à se concentrer sur une aiguille. Vous pouvez simplement relâcher vos épaules. Laissez-les fondre dans le tissu doux de vos draps. Le travail de la journée est terminé. De son côté, Sarah continue son engagement silencieux mais puissant. En 1922, les femmes célèbrent enfin la ratification du droit de vote. Mais Sarah perçoit vite que la loi ne suffit pas. Beaucoup de femmes, issues de l'immigration, n'ont pas accès à l'éducation ou sont découragées de voter par leur mari. Alors, Sarah organise des réunions douces dans des salons aux rideaux tirés. Elle explique avec patience comment s'inscrire sur les listes, comment comprendre les bulletins. Elle milite aussi pour améliorer les conditions des institutrices, souvent mal payées. Les échos de ces conversations résonnent le soir dans la maison de Joao. Il écoute, le regard dans le vide et apprend ce qu'est la justice sociale. Pendant que les adultes débattent de l'avenir du monde, dans les rues du quartier, l'enfance trouve aussi de nouvelles couleurs. Les vendeurs ambulants commencent à proposer des jouets inédits, des petites voitures en fer blanc brillant, des poupées de porcelaine dont les yeux se ferment tout seuls lorsqu'on les allonge, exactement comme vos propres yeux vont bientôt le faire. Joao, avec ses premières économies de l'usine, s'achète un jeu de patience, un grand puzzle de 500 pièces représentant un majestueux navire transatlantique. Imaginez Joao, assis à la table en bois de la cuisine, sous la lumière chaude d'une lampe. Le monde extérieur est bruyant, l'histoire est en marche, mais lui est concentré sur une seule petite pièce de carton. Il cherche la nuance exacte de bleu pour l'océan. Il emboîte 2 pièces avec un petit clic satisfaisant. Le temps ralentit. Tout devient simple. L'année 1923 apporte une nouvelle forme de magie dans le quartier de Joao. Au coin de la grande avenue, un nouveau bâtiment a ouvert ses portes, le cinéma. Ce n'est pas le cinéma bruyant et explosif que nous connaissons aujourd'hui. C'est un grand palais de briques, au tapis rouge épais qui étouffe le bruit des pas. Le samedi soir, Joao, sa sœur Anna et Sarah s'y rendent, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils entrent dans la salle plongés dans une obscurité réconfortante. L'air sent bon le maïs grillé et le velours ancien. Soudain, un faisceau de lumière blanche traverse la poussière de la salle obscure pour frapper le grand écran de toile. Les images sont en noir et blanc et elles sont muettes. Tout le drame, toute la comédie, s'exprime uniquement par les visages, les gestes exagérés et la musique d'un pianiste solitaire assis en bas de l'écran. Joao est fasciné par cette fenêtre ouverte sur d'autres mondes, sur des déserts lointains et des villes gigantesques, le tout sans qu'une seule parole ne soit prononcée. Le silence des acteurs est apaisant.
L'esprit de Joao voyage, porté par la lumière vacillante. Sentez la douce obscurité de votre propre chambre. Comme dans ce cinéma des années 1920, la lumière s'est éteinte. Le film de votre journée est terminé. Il n'y a plus d'images à analyser, plus de dialogue à écouter. Juste le velours doux de la nuit qui vous enveloppe. Quelques mois plus tard, une autre révolution silencieuse s'installe dans la pharmacie du coin de la rue. C'est une lourde boîte noire en bakélite brillante, fixée au mur. Le premier téléphone public du quartier. Aujourd'hui, nos téléphones sont de minces plaques de verre lumineuses qui ne nous quittent jamais. Ils vibrent constamment, exigeant notre attention immédiate. Mais en 1924, le téléphone est un objet lourd, solennel et rare. Pour l'utiliser, il faut tourner une petite manivelle, parler à une opératrice humaine et demander poliment qu'elle connecte les fils sur un grand standard lointain. Joao regarde les adultes s'approcher de l'appareil avec un mélange de respect et de méfiance. Entendre la voix d'un parent resté en Europe ou vivant dans une autre ville à travers ce câble de cuivre relève du miracle. La voix est grésillante, lointaine, déformée par l'électricité, mais elle est là. Cependant, quand la conversation se termine, le récepteur lourd est raccroché sur son crochet en métal avec un clac définitif. Et le silence revient. Le téléphone ne sonne presque jamais. La déconnexion est totale. C'est cette déconnexion absolue que vous pouvez ressentir maintenant. Votre téléphone est loin. Il est silencieux. Plus personne ne cherche à vous joindre ce soir. La ligne est coupée. Le monde extérieur a cessé de vous appeler. Vous êtes totalement libre, caché dans le sanctuaire de votre lit. Malgré toute cette technologie naissante, la vie dans les années 1920 s'est encore s'arrêter. Surtout le dimanche. Le dimanche matin, la ville suspend sa course frénétique. Les usines sont fermées. Les quelques voitures restent garées. Le silence reprend ses droits sur les rues pavées. La mère de Joao se lève tôt. L'odeur riche et amère du café fraîchement moulu envahit le petit appartement. Elle fait chauffer du lait sur le poêle en fonte. Le père lit le journal dominical, dont les grandes pages de papier fin bruissent doucement à chaque fois qu'il les tourne. FFFRRTT. Joao et Anna dorment encore. Ils n'ont aucune obligation de se lever. La lumière du matin filtre doucement à travers les rideaux de dentelle, dessinant des motifs apaisants sur le plancher de bois. Le temps s'étire, paresseux et chaud. Laissez cette paresse du dimanche s'installer dans vos muscles. Imaginez cette sensation de pouvoir rester sous les couvertures, sachant qu'il n'y a rien à faire. Aucune urgence. Sentez la lourdeur agréable de vos jambes, la chaleur de votre propre corps sous le tissu. Laissez le bruissement imaginaire des pages du journal vous bercer. Laissez l'odeur du café appartenir au lendemain. Pour l'instant, seul le repos compte. Le temps s'est arrêté, tout comme lors de ce dimanche tranquille, il y a plus d'un siècle. Les années avancent doucement. Nous sommes maintenant dans la seconde moitié de la décennie. Une nuit, Joao est accoudé à la fenêtre de sa chambre. La ville dort, ou du moins, elle essaie. L'air est frais et pur. Soudain, une ombre immense passe lentement devant la lune. Ce n'est pas un avion bruyant. Les avions de l'époque sont petits, faits de bois et de toile, et font un vacarme assourdissant. Non, cette ombre est silencieuse, majestueuse, gigantesque. C'est un dirigeable, un zeppelin. Il flotte dans le ciel noir comme une baleine d'argent dans un océan d'encre. Ses moteurs tournent si lentement qu'ils ne produisent qu'un bourdonnement grave, un ronronnement qui fait à peine vibrer l'air. Ses lumières de cabine brillent doucement, petites étoiles artificielles glissant sans effort au-dessus des toits endormis. Joao regarde ce géant des airs disparaître lentement derrière les nuages, fasciné par cette lenteur majestueuse. Laissez votre esprit devenir comme ce grand navire d'argent. Imaginez que vous flottez, vous aussi. Votre corps a perdu tout son poids. Vous n'êtes plus attaché au sol, vous n'êtes plus retenu par la gravité. Vous glissez lentement, silencieusement, au-dessus du monde, au-dessus de vos pensées, porté par un vent tiède et bienveillant. Tout est calme, tout est infiniment lent. Il est temps de clore cette journée dans les années 1920. Le père de Joao s'assure que la lourde porte en bois de l'appartement est bien verrouillée. Le bruit du pêne en métal qui glisse dans la serrure est le signal définitif. Le monde extérieur restera dehors. La famille est en sécurité. Dans le salon, la nouvelle radio en bois verni vient d'être éteinte. À l'intérieur du boîtier, les lampes en verre, ces petits tubes électroniques qui captaient les voix du monde, sont encore chaudes. Elles émettent une toute petite lueur orangée qui palpite doucement dans la pénombre avant de s'éteindre complètement en refroidissant, avec un infime tic de verre qui se contracte. Joao se glisse sous ses couvertures épaisses. Sa mère passe dans le couloir. Elle attrape la petite chaînette de laiton de l'ampoule incandescente. Elle tire. Clic,
La lumière claire et électrique disparaît. La nuit enveloppe la pièce d'un seul coup. Les bruits de la rue se sont tus. La grande fête des années folles, avec ses klaxons, ses usines et son jazz, semble maintenant très, très lointaine. Il ne reste plus que le rythme lent et régulier des respirations dans la maison endormie. Laissez Joao, Sarah et leur famille se reposer dans le confort de l'histoire. Leurs années folles sont terminées pour ce soir. Et tandis que leur monde s'endort dans le passé, revenez doucement à vous. Revenez à votre propre nuit. Pause de 4 secondes. Prenez conscience du silence absolu de votre chambre. Il n'y a pas de grésillement de radio. Pas de klaxon lointain. Pas de rouage qui tourne. Votre monde moderne s'est mis en pause, tout comme ce petit appartement des années 1920. Sentez la douceur de vos propres draps. Ils sont lisses, légers, parfaits. Votre matelas épouse la forme de votre dos, absorbant la moindre petite tension de vos muscles. Vous êtes totalement soutenu. Vous n'avez aucun effort à faire. Laissez vos pieds s'abandonner. Laissez cette onde de relaxation remonter le long de vos jambes. Vos genoux se détendent. Vos cuisses s'enfoncent dans la chaleur du lit. Votre ventre est souple. Il se soulève lentement à chaque inspiration. Bruit très léger d'inspiration. Et s'abaisse à chaque expiration. Bruit très léger d'expiration. Vos épaules fondent vers le matelas comme de la cire chaude. Vos bras sont lourds. Vos mains reposent, immobiles et paisibles. Votre nuque se relâche complètement. Votre tête est lourde, parfaitement calée au centre de votre oreiller. Les traits de votre visage s'adoucissent. Votre front est lisse. Vos paupières sont fermées, scellées par un rideau de velours sombre. La machine du temps s'est arrêtée. Il n'y a plus de passé à imaginer. Il n'y a pas de futur à anticiper. Il n'y a que cet instant précis. Le calme, la paix, la sécurité. Laissez-vous dériver sur ce fleuve tranquille. Lentement, doucement, vers le sommeil profond. Bonne nuit. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Bonjour, âme rêveuse. Installe-toi confortablement. Respire lentement et imagine. Imagine que tu ouvres les yeux. Il n'y a pas de notification. Pas de smartphone. Pas de encore 5 minutes. À la place, il y a un sifflement étrange dans l'air, un grésillement constant. Et sur la table, une lourde boîte en bois commence à parler toute seule. Dehors, la rue brille comme en plein jour. C'est la nouvelle lumière électrique, un peu magique, un peu bruyante. Et le monde entier semble apprendre à courir plus vite que son propre cœur. Aujourd'hui, je vais t'emmener à l'intérieur de ces années folles, les années 1920, comme si tu étais là, écoutant la toute première radio du quartier, admirant des vitrines remplies d'objets impossibles comme une machine qui lave le linge toute seule, sentant l'odeur d'essence de la voiture la plus courante de la planète et percevant le détail le plus étrange. La décennie semblait être une fête sans fin, jusqu'au moment où tout s'éteint d'un coup. Alors, fais ce qui suit. Si tu aimes ce genre d'histoire pour s'endormir, mais avec ce zeste de curiosité réelle qui captive du début à la fin, abonne-toi maintenant, très doucement, car ici, il y a une vidéo comme celle-ci chaque semaine. Et laisse déjà un j'aime, car c'est le signal pour YouTube que tu veux plus de voyages dans le temps comme celui-ci. L'année 1920 marque le début de la décennie avec des sentiments contradictoires. La Première Guerre mondiale s'est terminée il y a peu de temps. Elle a laissé des cicatrices dans les familles, mais aussi un soulagement immense d'appartenir au passé. Joao a 15 ans et observe sa ville avec des yeux curieux. Il voit des vétérans avec des médailles sur la poitrine marcher dans le quartier. Il entend les cloches qui ont annoncé la fin de la guerre et voit les fêtes spontanées dans les rues. Sa mère a agité des drapeaux portugais et américains. Son père a serré dans ses bras des voisins italiens et juifs. Bien qu'ils sentent encore le poids des pertes, les gens désirent vivre intensément. Cette année-là, la prohibition entre en vigueur, transformant les coutumes. Les bars ferment, mais derrière des ports cachés, de nouveaux lieux surgissent. Joao passe devant des bâtiments apparemment vides et entend des rires étouffés. Il ne boit pas, mais perçoit que l'interdiction alimente une économie clandestine. La radio n'est encore l'objet que de quelques-uns et les nouvelles circulent par journal et de bouche à oreille. Joao, qui adore les histoires, s'assoit sur les bancs des places pour écouter les anciens raconter des récits sur le Portugal et les États du sud des États-Unis. La vie scolaire de Joao est également riche. Il lit les journaux en anglais, s'exerce à l'écriture et apprend l'histoire américaine. Un professeur parle des présidents et de la façon dont le pays grandit grâce à l'industrialisation. Le professeur mentionne également que les femmes se battent pour le droit de vote, une nouvelle qui génère des débats en classe. Joao observe les jeunes élèves avec un mélange d'admiration et de surprise. Il ne comprend pas totalement la signification, mais voit leur détermination. Cette même année,
Sarah participe à des réunions féminines où elle discute de littérature et de politique. Elle lit des articles de journaux qui défendent le suffrage féminin. Elle raconte à Joao des réunions secrètes où les femmes planifient des marches et des pétitions. Joao reste souvent à la porte, attendant que Sarah sorte, écoutant les rires et les chuchotements venant de l'intérieur. Il perçoit que la lutte pour les droits est intense, mais aussi accompagnée de solidarité. Le quotidien du quartier se transforme lentement. Le marché où Joao travaille commence à vendre de nouveaux produits importés. Les gens goûtent au beurre de cacahuètes et aux céréales du petit déjeuner. Des bananes arrivent aussi, des fruits tropicaux que la plupart n'ont jamais vus. Les voisins discutent sur la façon de manger la banane, en l'épluchant ou avec une fourchette et un couteau. Joao rit de ses doutes et se délecte de la saveur douce. Il perçoit que la mondialisation existe déjà de manière rudimentaire. Des produits voyagent par navire et arrivent aux tables des familles d'immigrants. L'année suivante, la radio commence à gagner de l'espace. En 1921, la station KDKA est encore une nouveauté, mais d'autres émetteurs surgissent. Joao et son père vont à une foire où un vendeur fait la démonstration d'un appareil récepteur. Il tourne un bouton et capte des sons lointains. Les gens autour s'émerveillent. Le père de Joao est sceptique, mais Joao insiste sur le fait que cette technologie sera fondamentale. En retournant à la maison, il commence à économiser de l'argent pour acheter des pièces et monter une radio artisanale. Il passe des heures à enrouler des fils, souder des contacts et ajuster des antennes improvisées sur le toit. Quand il réussit finalement à capter une transmission, Joao est en extase. C'est une musique d'orchestre, lointaine et pleine de grésillements, mais pour lui, cela sonne comme un miracle. Il court appeler sa mère et sa sœur. Il reste autour de l'appareil avec des yeux écarquillés. Cette première expérience fait que beaucoup de voisins viennent visiter la radio de Joao. Il se transforme en ingénieur du quartier, aidant les autres à monter des appareils. Il découvre qu'il existe des revues enseignant comment construire des récepteurs et passe à les lire avidement. L'intérêt pour l'électronique grandit. Joao rêve de travailler dans une usine de radio. Pendant ce temps, Sarah commence à travailler comme assistante dans une bibliothèque. Là, elle a accès à des livres d'auteurs contemporains et classiques. Elle organise des groupes de lecture et des débats sur des thèmes d'égalité de genre et d'éducation. Sarah et d'autres jeunes créent un petit journal communautaire où elles écrivent des chroniques et des poésies. Certaines des chroniques racontent les changements dans la mode, comme la popularisation des jupes plus courtes et des coupes de cheveux bob. D'autres parlent des difficultés des immigrants à s'adapter à la vie urbaine. Dans le quartier, l'arrivée de l'électricité dans certains bâtiments provoque admiration et envie. Des maisons qui utilisaient avant des lampes à huile ont maintenant des ampoules incandescentes qui s'allument par la simple pression d'un interrupteur. Joao visite l'appartement d'un ami qui a installé l'énergie électrique. Il est impressionné par la lumière claire et continue. L'ami fait aussi la démonstration d'un grille-pain électrique. Il place des tranches de pain, abaisse un levier et en peu de temps, l'odeur de pain grillé se répand dans la pièce. Joao pense à la façon dont la technologie peut simplifier des tâches simples et rendre la vie plus agréable. Le week-end, la famille de Joao profite des espaces verts de la ville. Ils voyagent jusqu'à Central Park et font des pique-niques. Joao apporte un livre, Sarah apporte un cahier de notes et la sœur de Joao, Anna, apporte des poupées. Parfois, des musiciens se produisent dans le parc jouant des musiques populaires et classiques. Les gens dansent au son du jazz et de chansons irlandaises. L'atmosphère est à la communion. Joao sent que, malgré les différences culturelles, tous partagent la même joie de vivre. En 1922, la ville semble soudainement accélérer. De plus en plus d'automobiles occupent les rues pavées et le son grave des klaxons devient une nouvelle note dans la symphonie urbaine. Le monde apprend à aller vite. Mais vous, ce soir, vous avez le droit de ralentir. Le père de Joao commence à travailler dans un garage, un atelier spécialisé dans ces nouvelles machines fascinantes. Il passe ses journées à réparer des moteurs lourds et à changer des pneus cerclés de caoutchouc dur. Le soir, il raconte à son fils les différences entre les modèles, expliquant que certaines voitures ont désormais 3 vitesses et des moteurs beaucoup plus silencieux. Joao, fasciné par cette modernité de métal, accompagne parfois son père pour observer. Il apprend à changer l'huile sombre et épaisse, à ajuster les carburateurs. L'odeur de la graisse mécanique et de l'essence devient familière. C'est le parfum d'une époque en mouvement. Sentez ce contraste. Dehors, dans ce passé lointain, les moteurs tournent et s'agitent. Mais ici, dans votre chambre, tout est parfaitement immobile. Aucun moteur à faire tourner. Aucun trajet à accomplir. Votre seul voyage ce soir est celui qui mène au sommeil. Cette même année, Joao obtient un emploi temporaire dans une usine de vêtements. C'est un monde différent du garage de son père.
L'usine embauche principalement des immigrants et de jeunes femmes pour coudre les robes légères qui seront vendues dans les grands magasins scintillants du centre-ville. Il observe la ligne de production. Des dizaines de machines à coudre sont alignées avec une précision mathématique. Chaque couturière réalise une étape spécifique, encore et encore. Le gérant arpente les allées, parlant d'efficacité et de productivité. Joao se souvient des articles qu'il a lus sur la ligne de montage d'Henry Ford. Ici, l'idée est la même, diviser les tâches pour aller toujours plus vite. Mais en regardant de plus près, Joao remarque la fatigue. Les couturières travaillent à un rythme intense. Leurs épaules sont voûtées, leurs dos sont douloureux à force d'être penchés sur le tissu, et leurs yeux piquent sous la lumière électrique crue. Il réfléchit au prix humain de cette grande modernisation. Laissez la fatigue de ces travailleuses du passé s'évaporer. Sentez comme votre propre dos est soutenu par votre matelas. Vous n'avez pas à vous pencher. Vos yeux n'ont pas à se concentrer sur une aiguille. Vous pouvez simplement relâcher vos épaules. Laissez-les fondre dans le tissu doux de vos draps. Le travail de la journée est terminé. De son côté, Sarah continue son engagement silencieux mais puissant. En 1922, les femmes célèbrent enfin la ratification du droit de vote. Mais Sarah perçoit vite que la loi ne suffit pas. Beaucoup de femmes, issues de l'immigration, n'ont pas accès à l'éducation ou sont découragées de voter par leur mari. Alors, Sarah organise des réunions douces dans des salons aux rideaux tirés. Elle explique avec patience comment s'inscrire sur les listes, comment comprendre les bulletins. Elle milite aussi pour améliorer les conditions des institutrices, souvent mal payées. Les échos de ces conversations résonnent le soir dans la maison de Joao. Il écoute, le regarde dans le vide et apprend ce qu'est la justice sociale. Pendant que les adultes débattent de l'avenir du monde, dans les rues du quartier, l'enfance trouve aussi de nouvelles couleurs. Les vendeurs ambulants commencent à proposer des jouets inédits, des petites voitures en fer blanc brillant, des poupées de porcelaine dont les yeux se ferment tout seuls lorsqu'on les allonge, exactement comme vos propres yeux vont bientôt le faire. Joao, avec ses premières économies de l'usine, s'achète un jeu de patience, un grand puzzle de 500 pièces représentant un majestueux navire transatlantique. Imaginez Joao assis à la table en bois de la cuisine, sous la lumière chaude d'une lampe. Le monde extérieur est bruyant, l'histoire est en marche, mais lui est concentré sur une seule petite pièce de carton. Il cherche la nuance exacte de bleu pour l'océan. Il emboîte 2 pièces avec un petit clic satisfaisant. Le temps ralentit. Tout devient simple. L'année 1923 apporte une nouvelle forme de magie dans le quartier de Joao. Au coin de la grande avenue, un nouveau bâtiment a ouvert ses portes, le cinéma. Ce n'est pas le cinéma bruyant et explosif que nous connaissons aujourd'hui. C'est un grand palais de briques, au tapis rouge épais qui étouffe le bruit des pas. Le samedi soir, Joao, sa sœur Anna et Sarah s'y rendent, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils entrent dans la salle plongés dans une obscurité réconfortante. L'air sent bon le maïs grillé et le velours ancien. Soudain, un faisceau de lumière blanche traverse la poussière de la salle obscure pour frapper le grand écran de toile. Les images sont en noir et blanc et elles sont muettes. Tout le drame, toute la comédie, s'exprime uniquement par les visages, les gestes exagérés et la musique d'un pianiste solitaire assis en bas de l'écran. Joao est fasciné par cette fenêtre ouverte sur d'autres mondes, sur des déserts lointains et des villes gigantesques, le tout sans qu'une seule parole ne soit prononcée. Le silence des acteurs est apaisant. L'esprit de Joao voyage, porté par la lumière vacillante. Sentez la douce obscurité de votre propre chambre. Comme dans ce cinéma des années 1920, la lumière s'est éteinte. Le film de votre journée est terminé. Il n'y a plus d'images à analyser, plus de dialogue à écouter. Juste le velours doux de la nuit qui vous enveloppe. Quelques mois plus tard, une autre révolution silencieuse s'installe, dans la pharmacie du coin de la rue. C'est une lourde boîte noire en bakélite brillante, fixée au mur. Le premier téléphone public du quartier. Aujourd'hui, nos téléphones sont de minces plaques de verre lumineuses qui ne nous quittent jamais. Ils vibrent constamment, exigeant notre attention immédiate. Mais en 1924, le téléphone est un objet lourd, solennel et rare. Pour l'utiliser, il faut tourner une petite manivelle, parler à une opératrice humaine et demander poliment qu'elle connecte les fils sur un grand standard lointain. Joao regarde les adultes s'approcher de l'appareil avec un mélange de respect et de méfiance. Entendre la voix d'un parent resté en Europe ou vivant dans une autre ville à travers ce câble de cuivre relève du miracle. La voix est grésillante, lointaine, déformée par l'électricité, mais elle est là. Cependant, quand la conversation se termine, le récepteur lourd est raccroché sur son crochet en métal avec un clac définitif. Et le silence revient. Le téléphone ne sonne presque jamais. La déconnexion est totale.
C'est cette déconnexion absolue que vous pouvez ressentir maintenant. Votre téléphone est loin. Il est silencieux. Plus personne ne cherche à vous joindre ce soir. La ligne est coupée. Le monde extérieur a cessé de vous appeler. Vous êtes totalement libre, caché dans le sanctuaire de votre lit. Malgré toute cette technologie naissante, la vie dans les années 1920 s'est encore s'arrêter. Surtout le dimanche. Le dimanche matin, la ville suspend sa course frénétique. Les usines sont fermées. Les quelques voitures restent garées. Le silence reprend ses droits sur les rues pavées. La mère de Joao se lève tôt. L'odeur riche et amère du café fraîchement moulu envahit le petit appartement. Elle fait chauffer du lait sur le poêle en fonte. Le père lit le journal dominical, dont les grandes pages de papier fin bruissent doucement à chaque fois qu'il les tourne. FFFRRTT. Joao et Anna dorment encore. Ils n'ont aucune obligation de se lever. La lumière du matin filtre doucement à travers les rideaux de dentelle, dessinant des motifs apaisants sur le plancher de bois. Le temps s'étire, paresseux et chaud. Laissez cette paresse du dimanche s'installer dans vos muscles. Imaginez cette sensation de pouvoir rester sous les couvertures, sachant qu'il n'y a rien à faire. Aucune urgence. Sentez la lourdeur agréable de vos jambes, la chaleur de votre propre corps sous le tissu. Laissez le bruissement imaginaire des pages du journal vous bercer. Laissez l'odeur du café appartenir au lendemain. Pour l'instant, seul le repos compte. Le temps s'est arrêté, tout comme lors de ce dimanche tranquille, il y a plus d'un siècle. Les années avancent doucement. Nous sommes maintenant dans la seconde moitié de la décennie. Une nuit, Joao est accoudé à la fenêtre de sa chambre. La ville dort, ou du moins, elle essaie. L'air est frais et pur. Soudain, une ombre immense passe lentement devant la lune. Ce n'est pas un avion bruyant. Les avions de l'époque sont petits, faits de bois et de toile, et font un vacarme assourdissant. Non, cette ombre est silencieuse, majestueuse, gigantesque. C'est un dirigeable, un zeppelin. Il flotte dans le ciel noir comme une baleine d'argent dans un océan d'encre. Ses moteurs tournent si lentement qu'ils ne produisent qu'un bourdonnement grave, un ronronnement qui fait à peine vibrer l'air. Ses lumières de cabine brillent doucement, petites étoiles artificielles glissant sans effort au-dessus des toits endormis. Joao regarde ce géant des airs disparaître lentement derrière les nuages, fasciné par cette lenteur majestueuse. Laissez votre esprit devenir comme ce grand navire d'argent. Imaginez que vous flottez, vous aussi. Votre corps a perdu tout son poids. Vous n'êtes plus attaché au sol, vous n'êtes plus retenu par la gravité. Vous glissez lentement, silencieusement, au-dessus du monde, au-dessus de vos pensées, porté par un vent tiède et bienveillant. Tout est calme, tout est infiniment lent. Il est temps de clore cette journée dans les années 1920. Le père de Joao s'assure que la lourde porte en bois de l'appartement est bien verrouillée. Le bruit du pêne en métal qui glisse dans la serrure est le signal définitif. Le monde extérieur restera dehors. La famille est en sécurité. Dans le salon, la nouvelle radio en bois verni vient d'être éteinte. À l'intérieur du boîtier, les lampes en verre, ces petits tubes électroniques qui captaient les voix du monde, sont encore chaudes. Elles émettent une toute petite lueur orangée qui palpite doucement dans la pénombre avant de s'éteindre complètement en refroidissant, avec un infime tic de verre qui se contracte. Joao se glisse sous ses couvertures épaisses. Sa mère passe dans le couloir. Elle attrape la petite chaînette de laiton de l'ampoule incandescente. Elle tire. Clic, la lumière claire et électrique disparaît. La nuit enveloppe la pièce d'un seul coup. Les bruits de la rue se sont tus. La grande fête des années folles, avec ses klaxons, ses usines et son jazz, semble maintenant très, très lointaine. Il ne reste plus que le rythme lent et régulier des respirations dans la maison endormie. Laissez Joao, Sarah et leur famille se reposer dans le confort de l'histoire. Leurs années folles sont terminées pour ce soir. Et tandis que leur monde s'endort dans le passé, revenez doucement à vous. Revenez à votre propre nuit. Pause de 4 secondes. Prenez conscience du silence absolu de votre chambre. Il n'y a pas de grésillement de radio. Pas de klaxon lointain. Pas de rouage qui tourne. Votre monde moderne s'est mis en pause, tout comme ce petit appartement des années 1920. Sentez la douceur de vos propres draps. Ils sont lisses, légers, parfaits. Votre matelas épouse la forme de votre dos, absorbant la moindre petite tension de vos muscles. Vous êtes totalement soutenu. Vous n'avez aucun effort à faire. Laissez vos pieds s'abandonner. Laissez cette onde de relaxation remonter le long de vos jambes. Vos genoux se détendent. Vos cuisses s'enfoncent dans la chaleur du lit. Votre ventre est souple. Il se soulève lentement à chaque inspiration. Bruit très léger d'inspiration. Et s'abaisse à chaque expiration. Bruit très léger d'expiration. Vos épaules fondent vers le matelas comme de la cire chaude.
Vos bras sont lourds. Vos mains reposent, immobiles et paisibles. Votre nuque se relâche complètement. Votre tête est lourde, parfaitement calée au centre de votre oreiller. Les traits de votre visage s'adoucissent. Votre front est lisse. Vos paupières sont fermées, scellées par un rideau de velours sombre. La machine du temps s'est arrêtée. Il n'y a plus de passé à imaginer. Il n'y a pas de futur à anticiper. Il n'y a que cet instant précis. Le calme, la paix, la sécurité. Laissez-vous dériver sur ce fleuve tranquille, lentement, doucement, vers le sommeil profond. Bonne nuit, dormez bien, faites de beaux rêves.